Tu le prends comme ça, hein? Bouffe ma crevette, Savage! C'est bon, arrête, stop. On utilise ce chaos pour travailler? C'est une idée délicieuse. Au fourneau. Qu'est-ce que tu mijotes? Dans cet épisode de notre dernière saison, on va rendre hommage à notre passé de gastronome avec quelques mythes qu'on peut classer sous la rubrique chaos culinaire. Comme quoi? Tout à l'heure, on va créer du jus de fruits, rien qu'avec des fruits et des explosifs. On a explosé une tomate et on essaye de la boire. Pour commencer, on a une vidéo virale. On voit deux femmes charger des crevettes crues dans ce qui ressemble à un canon à air comprimé. Ensuite, elles tirent... Et les crevettes traversent des nuages de farine, d'œufs, de miettes de pain et enfin, une boule de feu. Après quoi, les crevettes percutent une cible et atterrissent dans une assiette, apparemment cuite à la perfection. Tempura instantané? Exactement, et je crois qu'on devrait essayer. Miam! Pendant 14 ans, les Mythbusters se sont restaurés. Tu veux goûter? Trop tard! Ils ont festoyé et dévoré. Ils supportent plus la pression. De fantastiques et fantaisistes. Mythes alimentaires. Viande rouge et explosive de grande puissance. Dans cet épisode spectaculaire de leur saison d'adieu, ils vont pousser à fond la cuisine chaotique avec un medley Mythbuster classique. C'est comme une sorte de moteur à réaction. Pour commencer, est-ce vraiment possible de coordonner 4 ingrédients explosifs et une boule de feu pour cuire dans les airs? Pour tester cela, ils vont d'abord devoir reproduire l'installation délirante de la vidéo. Ça représente un véritable défi. Faisons la liste des composants. Qu'est-ce qu'il nous faut? Une sorte de canon pneumatique. Un canon à farine, Puis il y a la dorure à l'œuf. puis un canon à miettes de pain, Puis évidemment, il y a le feu. et enfin, la cible. Le canon à farine et celui à miettes de pain sont pratiquement identiques. Je peux me lancer là-dessus. D'accord. Alors je m'occupe de la dorure à l'œuf et du canon à crevettes. Je crois que j'ai pile ce qu'il faut. Excellent! Ce lanceur a déjà servi plusieurs fois dans l'émission. La dernière fois, c'était pour tester si des cailloux projetés par une tondeuse peuvent être mortels. L'avantage d'utiliser un lanceur pneumatique comme celui-ci, c'est qu'on peut tirer tout ce qui rentre dans le canon et comme il est équipé d'un régulateur, on peut ajuster la vitesse avec précision. Dans le cas des crevettes, c'est très important parce qu'on veut qu'elles restent intactes. Il ne faut pas qu'elles finissent en bouillie sur la cible. Donc, avec quelques petites modifications, ça devrait très bien fonctionner. On a donc un lanceur de crevettes. Ensuite, il faut un canon pour les ingrédients secs. Tout d'abord, les miettes de pain. Alors, je vais vous décrire les différents composants. Pour commencer, il y a les cônes qui vont propulser les miettes de pain. L'alimentation en air se fait à travers ces tuyaux, à partir de ce thé raccordé à une vanne pneumatique. Il s'agit à vrai dire d'une vanne électromagnétique. Alors, quand je lui envoie un peu de courant sous pression, elle va relâcher l'air et, je l'espère, envoyer voler les miettes de pain. Jamie va me sortir « Pourquoi ça sent comme dans un restaurant italien dans mon atelier ?» Si je voulais un restaurant italien, j'en ouvrirais un.
Pour limiter les dégâts, Adam remplit les cônes à moitié pour une vérification rapide du système. Test du cône à miettes de pain. 3, 2, 1. C'est super. Jamie va être vraiment furax. Oh là là, ça gratte. Mais ça a merveilleusement bien marché. J'ignore si ça va marcher pour notre expérience, mais ça a créé un magnifique nuage de miettes de pain. Ça fonctionne. Et pendant que Adam fabrique un système identique pour la farine, Jamie ne marche pas sur des œufs. Je dois trouver comment propulser de la dorure à l'œuf vers le bas. C'est une vanne à solénoïde, une vanne électronique qui ouvre et ferme un flux d'air. Oups, elle est à l'envers. C'est très bien. Mais j'utilise de l'œuf, alors je ne veux pas la boucher. Je vais utiliser cette belle bête. Elle possède une vanne à solénoïde similaire ici, ainsi qu'un piston avec pignon et crémaillère, qui actionne une soupape à billes. Je peux envoyer tout ce que je veux à travers ça sans rien boucher. Terminé. Pour tester que la pulvérisation est identique à celle de la vidéo, Ça va être dur de faire ça avec la caméra à l'intérieur. Attendez. Délicieux. Adam prépare un liquide similaire à de l'œuf. Oh, miam. Regardez-moi ça. Il relie le tuyau de Jamie à sa source d'air comprimé 3, 2, 1. et il se lâche. Magnifique. Le lanceur de farine a droit lui aussi à une vérification du système. Tu peux mettre l'effet sonore sur le ralenti. Il ne reste donc plus que la boule de feu. Mais ce sera assemblé sur place. Parce que l'équipe a un bilan de sécurité douteux au QG. Est-ce qu'il me manque un sourcil? Alors, avant que ça chauffe, il est temps de s'attaquer à un autre casse-tête classique de Mythbusters. Presser l'intérieur d'un fruit grâce à une explosion. Parle-moi de créer un smoothie à l'intérieur de fruits et légumes à l'aide d'explosifs. Tu viens déjà de tout décrire. On a trouvé ça dans une vidéo virale. Apparemment, l'onde de choc d'une explosion peut être parfaitement calibrée pour ne pas détruire l'extérieur du fruit, mais transformer l'intérieur en jus. On pourrait ensuite insérer une paille et apprécier une boisson rafraîchissante. Je suis dubitatif, mais ça a l'air amusant. Je suis d'accord, essayons. C'est un cocktail de fruits mortels auquel seuls les Mythbusters peuvent s'attaquer. Et ils connaissent l'endroit idéal où le faire. Quand on veut étudier la puissance d'une explosion, il y a un endroit, enfin plutôt plein d'endroits, où on aime aller. Mais notre deuxième chez nous, l'endroit où on va plus souvent qu'aucun autre, c'est ici, au champ de tir du shérif d'Alameda County. On vient ici depuis plus de 10 ans, et on a fait exploser des milliers de choses sur ce site. Aujourd'hui, par contre, on va faire les choses un peu autrement. Cette fois-ci, ils ne vont pas détruire, mais plutôt créer et restreindre. C'est bon. Pour tester le postulat de la vidéo et son utilisation des explosifs avec une précision chirurgicale. J'adore remplir les cuves étanches. Ils doivent recréer avec précision tous les éléments, en commençant par la cuve remplie d'eau résistante aux explosions. On a tout fait pour rendre cette cuve la plus solide possible parce que l'eau ne se comprime pas. C'est donc comme donner un grand coup de marteau sur cette structure. Ici, le point faible est sûrement le matériau balistique. Il est conçu pour stopper une balle. Mais comment est-ce qu'il va réagir à une explosion? Personne ne le sait. Mais je peux vous dire une chose, je vais me tenir très loin de là. Oh, regardez ça comme c'est beau. Qu'est-ce que c'est joli. Ça va être une explosion avec du style. Ça t'embête si je commence? Pas du tout. Cette cuve remplie d'eau là-bas va bientôt exploser de l'intérieur. C'est quand même dingue. Attention, ça va péter. Test d'explosion sous l'eau. 3, 2, 1... C'était un mini-boom énergétique. L'eau incompressible transfère l'énergie du souffle, tel un coup de marteau sur la cuve blindée.
mais elle tient bon. Ça crée une magnifique bulle qui semble faire pile 30 cm de diamètre. Je sais pas pourquoi, j'étais sûr qu'elle serait trop large, mais elle semble parfaite. Ils ont réussi du premier coup. Ouais. L'onde de choc s'accroît rapidement et crée la bulle de 30 cm qu'ils recherchent. Puis l'onde se replie et la bulle s'effondre. Le détonateur a créé dans la cuve une cavitation pile de la taille qu'on recherchait. Maintenant, on va mettre un fruit à l'intérieur et voir si on arrive à faire un smoothie. Il va falloir positionner le fruit et l'explosif comme dans la vidéo. Maintenant que notre cuve est en place et remplie d'eau, parlons des paramètres de cette expérience. Avant tout, l'explosif. Dans la vidéo, on voit que l'explosif se trouve à 17,5 cm du fruit. C'est le rayon de l'explosion. Et il s'approche à environ 2,5 cm du fruit. En doublant le rayon, on obtient le diamètre. L'explosion crée donc une cavitation d'environ 30 cm. On va utiliser ceci. C'est un détonateur et c'est ce qu'ils utilisent dans la vidéo. Très bien. Et voilà. Il explose facilement en envoyant un léger courant électrique dans ses fils. Il pourrait pas être plus au milieu. Le détonateur produit 3640 joules d'énergie et devrait dupliquer la bulle explosive de la vidéo. Maintenant, la tomate emballée sous film plastique. C'est un sac en polyoléphine et je peux le faire se contracter. Voilà. Oh, elle est magnifique. Tu crois qu'elle va flotter? Ouais, je crois. Comment on va faire? J'ai un aimant au bout d'un fil. Je me suis dit qu'on allait l'attacher en bas et qu'on mettrait le détonateur en haut. Le fruit est suspendu selon la référence fournie par la vidéo, à 17,5 cm du détonateur, et l'installation est terminée. Est-ce que l'onde de choc va garder la surface extérieure intacte, tout en réduisant la structure cellulaire interne en jus? Ou est-ce qu'il s'agit d'un autre faux film fantaisiste? Ils sont prêts à tenter le coup. T'es prêt? Ouais, prêt. Attention! Attention! Ça va péter! Ça a sauté en l'air. C'était excellent. Ah! Le degré d'excellence est illustré par la caméra à grande vitesse. Regarde cette sublime bulle. On a une cavitation parfaite de 30 cm. Selon la vidéo, la peau de la tomate est intacte. Mais est-ce que l'intérieur a été réduit en jus? Voilà des pailles. Si on en croit la vidéo, il devrait y avoir du jus de tomate dedans. Tu veux essayer? Vas-y. Alors, ça donne quoi? T'arrives à tirer du jus? Jamie parvient à extraire une bonne gorgée de jus. Tout à fait. Adam fait la comparaison avec une tomate non explosée, sans succès. Rien du tout. Ils pensent qu'ils sont sur la bonne voie. C'est du délire. On a explosé une tomate et on essaie de la boire. La routine, quoi. La grande question, c'est... Et maintenant? T'as vu la même chose que moi? Ça? Ouais, exactement. Notre tomate était un peu trop loin de la bulle. Je dirais à 5 cm. Elle aurait dû se trouver à 2,5 cm, comme dans la vidéo. Ça va être notre prochain test. Dans un instant, dans ce numéro spécial nourriture de notre dernière saison, l'apocalypse fruitée continue. Et la cuisson des crevettes va connaître un relooking à la Mad Max. Depuis plus de 10 ans, les Mythbusters ont mis à l'épreuve des catastrophes culinaires. Pour conclure leurs aventures avec la nourriture, ils réalisent une expérience des plus explosives. Voilà ce qui vient de se passer. On a fait exploser un détonateur à 17,5 cm d'une tomate. Et il semblerait que ça permette d'extraire davantage de jus de celle-ci. Hé! T'arrives à tirer du jus? Tout à fait.
On va recommencer, sauf que cette fois-ci, on va placer la tomate un peu plus près. Et voilà, pile 15 cm, 2,5 cm plus près que la première fois. On devrait obtenir un résultat encore plus concluant. Attention! Je m'en lasse pas. Une fois de plus, la peau a survécu à une onde de choc de plus de 8 km par seconde. Et grâce aux avancées en technologie de caméra, on peut voir que le positionnement est parfaitement identique à celui de la vidéo. On rigole pas quand il s'agit de séquences à grande vitesse. Cette caméra est à la pointe. Sa fréquence lui permet de filmer jusqu'à 28 000 images par seconde en haute définition. Qu'en est-il du ô combien important test de dégustation? On dirait qu'il y a plein de jus. J'en avais presque la bouche pleine. Vraiment? Ouais. On est allé beaucoup plus loin que j'aurais cru. Je pensais qu'il s'agissait d'un délire complet. Je dois avouer que sur ce coup-là, je suis très surpris. J'étais sûr que l'explosif allait déchiqueter l'extérieur de la tomate. Et même si ça n'arrivait pas, j'aurais jamais cru qu'on allait obtenir du jus après ça. On comparera plus tard la quantité de jus obtenue par l'explosif avec celle tirée par une centrifugeuse. Mais pour l'instant, on continue de chercher la position idéale. 11,5 cm. Et voilà. Attention! C'est le plus près qu'on puisse placer la tomate sans détruire sa peau. C'est là qu'on devrait obtenir le maximum de jus. C'est notre émission de cuisine. 3, 2, 1... Et oui, ils veulent s'approcher au plus près de la tomate sans l'éclater Elle est restée intacte. pour obtenir la plus grande quantité de jus possible. Ça semble incroyable. Il arrive à en tirer plein de jus. C'est la même chose à 8 cm. Elle est entière. Je crois qu'on n'a pas craqué la peau. C'est incroyable. Pareil à 4 cm. Et le plus important, c'est que Jamie semble obtenir plus de jus à chaque fois. Regardez-moi ça. La vache. C'est la meilleure jusqu'ici. Quand le peuple de Jamie va envahir la Terre, c'est ce qu'ils vont faire à notre planète. J'ai l'impression d'être un moustique. Jusqu'à ce qu'un centimètre s'avère bien trop proche. Ouais, enfin. On a découvert à quelle distance on peut faire du mal à une tomate. Avant de mesurer précisément la quantité de jus obtenue par détonation et de délibérer sur le résultat, revenons à nos crevettes. L'un des avantages de tourner cette émission dans la région de San Francisco, c'est qu'on a de nombreux endroits formidables où mener nos expériences. On se trouve dans l'endroit idéal pour une expérience impliquant des crevettes, des lanceurs, des canons à air comprimé et des boules de feu. Le défi technique qu'ils vont devoir relever pour tester cette vidéo virale est des plus complexes. Il s'agit de réaliser un balai balistique d'ingrédients explosifs parfaitement chorégraphiés. On a visionné cette vidéo des dizaines de fois et examiné chaque plan de l'installation. Sublime! On a mesuré de notre mieux la distance entre chacun des postes et reproduit précisément le périple des crevettes entre le lanceur et l'assiette. J'adore la couleur. Maintenant que tout est installé comme dans la vidéo, Jamie raccorde la source d'alimentation. Étant donné que tout est alimenté par air, il ne faut pas qu'il y ait de... On ne veut pas de fuite. Pendant que Jamie passe à l'action en colmatant toutes les fuites, Fuite numéro 3. Adam essaye de ne pas être trop vulgaire. Dans la vidéo, la cible semble être un oreiller de bulles. Mais est-ce que j'ai le droit de dire bulle? Mais des bulles quoi? Dans la vidéo, la cible semble être un oreiller de film à bulles. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais faire un oreiller avec le même matériau. Maintenant que leur cible à bulles est en place On peut tirer. et que le peloton d'exécution s'est préparé, ils sont prêts à tester le premier rouage de leur machine multifonction, le canon à crevettes.
Après tous nos préparatifs, il ne reste plus qu'à tirer des crevettes avec ce lanceur et voir s'il arrive à viser avec précision. Oh, regardez-moi ça. Toute cette machine dépend du lanceur qui doit tirer avec précision. Le lanceur de crevettes est chargé et prêt à tirer. Personnellement, je crois qu'il faudra faire quelques ajustements après le premier tir. C'est parti! 3, 2, 1... J'ai de la crevette sur le nez. Il s'est passé quoi? Après ce premier test, eh bien... mon visage était recouvert de boyaux de crevettes. C'est tout ce que je peux dire de ce test. C'était un échec total. Mais on va maintenir la cartouche de crevettes pour qu'elle ne saute pas comme la dernière fois. D'accord. Je vais donc la tenir et on va voir si on arrive à atteindre la cible avec les crevettes. Canon à crevettes, tir d'essai numéro 2. C'est le premier objectif. Le second est de faire en sorte qu'elle l'atteigne régulièrement. Et 3, 2, 1... Je crois qu'on a un problème. Elle pète. Joli, hein? Allons ramasser les éclats de crevettes. Dès le départ, ça s'annonce mal pour cette histoire. En effet, on n'a même pas atteint la cible et les crevettes se sont désintégrées. Berk, je l'ai chopé dans l'œil. Il y a des petits morceaux partout. On ne peut pas ajouter de la pression, ou elle serait encore plus déchiquetée. Ça veut dire qu'on doit trafiquer ce lanceur et ajouter ce qu'on appelle un sabot, et le placer derrière les crevettes pour qu'ils prennent le plus gros de la force du jet d'air. Ainsi, les crevettes devraient sortir du canon sans être détruites. On apprend qu'on est doué pour des choses qui nous serviront plus jamais. Puis ce sabot ou rembourrage tombe avant d'atteindre la cible. Test numéro 3. 3, 2, 1... C'était un peu mieux. Beaucoup mieux. Les 3 crevettes ont atteint la cible au fond et, si je me trompe pas, au même moment. Le sabot est un succès. Les crevettes sont restées intactes. Et avec un petit ajustement de la visée... C'était parfait. Parfait. J'allais dire presque parfait, mais c'était parfait. Les garçons semblent contents. Paf, en plein dans l'oreiller. On pouvait pas faire mieux. Cette réussite signifie qu'ils peuvent recommencer, cette fois-ci pour mesurer le temps de vol. Pour info, la fois précédente, les crevettes ont mis 392 millisecondes pour atteindre la cible depuis le fond du canon. Ils sont maintenant prêts à coordonner le lancement des crevettes avec celui de chaque ingrédient, jusqu'à la dernière pièce saisissante du puzzle. Joli! C'est trop classe, ce jouet. Merci de nous suivre. On essaie de cuire des crevettes dans les airs. Jusqu'ici, on a réussi à faire voler régulièrement les crevettes jusqu'à une cible. Paf, en plein dans l'oreiller. Maintenant, On doit déclencher tous ces éléments pile au bon moment. Pour cela, on va utiliser ces minuteurs qui vont nous permettre de tout caler comme on en a besoin à la milliseconde près. C'est la clé de cette méthode de cuisson complexe, la séquence de lancement. Allez, Chaque élément possède sa propre détente, différée selon la vitesse à laquelle l'ingrédient atteint sa vitesse optimale. Et elles doivent être connectées les unes aux autres pour être synchronisées. j'adore ces situations où on crée une installation semblable à un château de cartes. Il suffit maintenant d'en retirer un et de le raccorder à la ligne à courant alternatif. Il y a toutes sortes d'interrupteurs, de solénoïdes et plein d'autres trucs qui s'activent en même temps. C'est presque trop pour se faire une idée. je crois que tu te trompes. L'interrupteur n'active qu'un des deux côtés. C'est sympa. La grande question, c'est... est-ce que ça va marcher? Ça va être le bazar. Si tout fonctionne correctement, on devrait obtenir 3 crevettes crues parfaitement farinées, enrobées et panées dans cette assiette. Franchement, je crois que ça va pas marcher. On va devoir un peu bricoler, trafiquer, bidouiller.
Allez, c'est parti. Test du canon à crevettes opérationnel à 90% dans 3, 2, 1, go. Oh là 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 là. T'es couvert d'œufs? Ouais. Je connais les œufs au plat, mais pas les œufs au pantalon. Question. Les crevettes sont-elles aussi bien panées que le pantalon de Jamie? Pour commencer, elle traverse un beau nuage de farine. Elle est parfaitement synchronisée. Les œufs sont arrivés bien trop tard. Les miettes de pain sont bien calées, mais il en faudrait plus. Oui. Les œufs sont sortis trop tard et le nuage de miettes était décevant. Les crevettes ont donc fini trop à nu. Il faut donc faire des ajustements. Oh ouais! J'ajoute un deuxième jeu de 4 cônes. Il double la quantité de panure. S'il n'y a pas assez de miettes cette fois-ci, ça ne suffira jamais. Et ils ajustent le calage de la douche aux œufs. Puis, ils déclenchent une boule de feu de 260 degrés. Oui, c'est ce que vous attendiez. Comme ça. Les crevettes cuites vont peut-être bientôt arriver. C'est peut-être la machine la plus bizarre qu'on ait jamais fabriquée dans l'émission. C'est possible. Cette fois-ci, c'est sérieux. On va tenter de cuire des crevettes en vol. Dans 3, 2, 1... La vache! C'était magnifique! Les crevettes décollent, elles passent à travers la farine. Génial! Elles passent dans l'œuf. Et les miettes de pain. C'est pas vrai. Et le feu. Ça a enfin marché. C'est excellent. C'est un formidable balai balistique comestible. Chaque ingrédient synchronisé à la milliseconde près. Si on en croit la vidéo, on doit avoir une assiette pleine de crevettes cuites. N'est-ce pas? En voilà une. Elle n'est ni panée ni cuite. Raté. Notre machine fonctionne parfaitement. Les crevettes traversent des nuages de farine, de miettes, d'œufs, de feu, mais elles ne sont pas dorées, panées et encore moins cuites. Sur celle-ci, on dirait bien qu'il y a des miettes de pain. 3 en tout. Ouais. Bon, il en faut des centaines de plus. Après avoir calculé le vol des crevettes à la milliseconde près, il s'avère que le temps n'était jamais de leur côté. Le problème, c'est que si on ralentit les crevettes assez longtemps pour laisser le temps à ce processus de fonctionner, elles n'atteindront jamais la cible. On pourrait élargir les nuages et tirer à plus longue distance, mais ça demanderait davantage de pression d'air, ce qui risquerait fortement de déchiqueter les crevettes. C'est une situation inextricable. Enrober les crevettes requiert un temps de vol plus long, mais ça les détruirait. Cette partie de la vidéo est donc clairement truquée. Puis, il y a le feu. Pour la même raison qui fait qu'on ne se brûle pas quand on passe vite la main à travers une flamme de bougie, les crevettes ne passent pas assez de temps dans le feu pour cuire. Pour toutes les raisons que Jamie vient de donner, on ne peut pas les laisser plus longtemps dans le feu. Mais on peut le rendre plus chaud. Ceci est une forge pour épée avec 5 brûleurs au propane. Elle chauffe environ 4 fois plus que notre barre de flamme à 1100 degrés. Comme elle est conçue pour les épées, elle est ouverte aux 2 extrémités. On va donc lancer notre crevette à travers cette forge. Si ça ne les cuit pas en plein vol, alors je suis à court d'idées. Avant que les crevettes ne volent dans la forge, Go! Jamie et Adam testent un mythe selon lequel on peut extraire le jus d'un fruit à l'aide d'une explosion. On a déterminé qu'on avait le bon explosif et que de le placer à 17,5 cm de la tomate ne la détruisait pas et nous donnait du jus. Ensuite, on a découvert que le placer encore plus près non seulement ne détruisait pas la tomate, mais donnait plus de jus à chaque fois. Il s'agissait donc de trouver jusqu'où on pouvait approcher l'explosif pour obtenir le maximum de jus sans exploser la tomate. Il s'avère que cette distance est de 4 cm. Maintenant, il faut mesurer exactement quelle quantité de jus on arrive à obtenir avec cette explosion. Comment? Tout à l'heure, à l'atelier, on a mesuré la quantité de jus qu'on peut obtenir d'une tomate à l'aide d'une centrifugeuse professionnelle. Elle est de 62%. Ça veut dire que j'ai extrait 62% du poids de la tomate en délicieux jus.
On va maintenant comparer ça au jus obtenu de la tomate détonée à la distance idéale de 4 cm. Voilà comment ça va marcher. Il y a une pompe à vide, un récipient de confinement et une paille au bout d'un tuyau. La pompe va tirer de l'air là-dedans qui va passer à travers cette paille. On va la fourrer dans la tomate et, comme la bouche de Jamie, elle va aspirer le jus. Quelle vigueur! C'est assez impressionnant, hein? Ouais, Ça vient. c'est bon, arrête. C'est plus que ce qu'un être humain pourrait tirer. On va peser et déterminer précisément quel pourcentage de jus on obtient en faisant exploser un détonateur près d'une tomate. 60, c'est un excellent résultat. On a obtenu 60 grammes de jus d'une tomate de 180 grammes, soit pile un tiers, 30% du poids en jus. C'est 2 fois moins qu'avec une centrifugeuse, mais beaucoup plus que j'aurais cru. Je crois qu'on dérive dangereusement dans le domaine du plausible. À vrai dire, après toutes ces explosions, je ne sais pas ce qu'on peut faire d'autre. Oui, en utilisant une charge explosive précisément calibrée, il est possible de presser l'intérieur d'une tomate et d'obtenir du jus. Et à partir de là, il n'y a vraiment qu'une possibilité. Il faut rester dans le style de l'émission, où plus c'est gros, mieux c'est. Il nous faut plus d'explosifs. On est dans Mythbusters, alors évidemment, si une petite quantité d'explosifs fonctionne bien, une grande quantité devrait faire encore mieux. Cette fois-ci, on va utiliser 9 kg de TNT. Joli! On est bien ici au calme. Du moins pour l'instant. Ça va créer une onde de pression beaucoup plus importante et plus puissante. Donc, en théorie, on devrait obtenir beaucoup plus de jus. Avec le détonateur, le rendement était de 30%. Pour tenter d'augmenter ce chiffre, ils vont amplifier l'énergie de l'explosion, qui sera 10 000 fois plus importante. Alors, vérifions qu'il ne nous manque rien. Des sacs filets, c'est bon. Des oranges, c'est bon. Des concombres, c'est bon. Des tomates emballées, c'est bon. Des ananas, c'est bon. 9 kilos de TNT. Faisons du jus de fruits. Adam et Jamie savent que cette méthode fonctionne avec une tomate. Mais la vidéo montre un éventail de fruits et de légumes aspirés et bu. Alors, pour découvrir si cette technique d'extraction du jus est vraiment si flexible que ça, il part à toutes les éventualités. Allez, on va les attacher aux bouées. Et enfin, sans connaître la distance idéale pour une explosion de cette envergure, Il y a 60 cm, chaque sac est placé sous la surface 1,50 m, à des intervalles décalés. 3 mètres. L'énergie de l'explosion du détonateur était de 3640 joules. Celle de 9 kg de TNT est de 37 mégajoules. Est-ce que cette onde de choc de plus grande ampleur sera plus efficace? On va vite le voir. C'est beau, hein? Ouais, c'est parfait. Allez, capitaine, regagnons la rive. Je vais vous expliquer la méthodologie, même si c'est assez simple. Sur les 3 bouées oranges à l'extrémité de la ligne, on va accrocher 9 kg d'explosifs à 3 mètres de profondeur. Sous chacun des numéros se trouve un sac de fruits à environ 1,50 m de profondeur. C'est parti, smoothie de fruits à grande échelle. On va déclencher ces explosifs, Dans 3, récupérer ce qu'on peut comme fruits 2, et découvrir si les explosifs les ont bien pressés à distance. 1. Oh. Ouais, ça a été un peu plus dynamique que je croyais. Plus dynamique et à 8000 images par seconde, c'est également magnifique. On voit la première impulsion de l'explosif qui commence à se développer. Puis, on remarque une série d'ondes de choc à vitesses différentes qui émanent du centre. Ensuite, on voit aussi les ondes réfléchies qui remontent du fond du bassin, interrompant et créant des motifs secondaires autour de l'onde de choc primaire. C'est l'une des plus belles séquences d'explosion qu'on ait jamais filmées. Ce sont des images extraordinaires, 12 mètres, mais ont-ils obtenu du jus? 9 mètres,
À vrai dire, c'est super. Quand on a vu l'explosion, on a eu peur d'avoir perdu la majorité de nos fruits. Mais il s'avère qu'on a perdu les sacs placés à 60 cm, 1,50 m et 3 mètres parce qu'ils étaient trop proches de l'explosion. Mais on s'y attendait. On a récupéré le 4,50 m. Génial. Mais on a les sacs placés à 4,50 m, 6 mètres, 7,50 m, 9 mètres et 12 mètres. Maintenant, voyons si nos bouquets de fruits et légumes sont bien juteux. Les premiers signes Oh là là. ne sont pas encourageants. Je vais me mouiller et déclarer que les concombres n'aiment pas les explosifs. En inspectant les débris, il remarque que beaucoup de victimes ont craqué, mais heureusement pas toutes. Celui-ci est compromis. Il y a des traces d'attendrissement. Il est plus tendre, c'est évident. À 12 mètres, Cet orange n'est pas un distributeur de jus de fruits. 9 mètres, Non. Non. 7,50 mètres et 6 mètres. Je crois que cette tomate est morte. C'est le genre de carnage qu'on ne trouve que dans un épisode de Mythbusters. Une fois que tous les survivants ont été examinés, les résultats sont définitifs. Non, c'est pareil qu'avant. Pas de jus, Pas de jus. tendre. Tendre, mais pas de jus. Il semblerait donc qu'ici, plus gros n'est pas mieux. Non. Non, on a trouvé au moins une situation où davantage d'explosifs ne donnent pas de meilleurs résultats. Mais pourquoi ce résultat décevant? On sait que les ondes de choc peuvent rebondir sur les surfaces, être réfléchies en quelque sorte. Alors, un petit contenant comme notre cuve pousse les ondes de souffle à rebondir et faire de nombreux va-et-vient à travers le fruit. À chaque fois, elles affaiblissent les parois cellulaires. C'était donc peut-être la situation idéale, même si la quantité d'explosifs était très réduite. Rappelez-vous, on a commencé avec une vidéo virale qui prétend qu'avec une petite explosion dans une cuve, on peut presser une tomate à distance et obtenir du jus. À cette échelle, on est parvenu à obtenir de belles gorgées de jus de tomate. Ça n'a pas fonctionné à plus grande échelle. Mais étant donné que ça a bien marché à l'échelle montrée dans la vidéo, je crois qu'on peut déclarer que ce mythe est plausible. Dans un instant, Bienvenue chez Jamie, restaurant de tempura. cet épisode spectaculaire de la dernière saison se conclut par des crevettes grillées dans une forge pour épée. C'est comme une sorte de moteur à réaction. On essaye de cuire des crevettes en vol, mais jusqu'ici, sans succès. On a réussi à reproduire exactement les processus qu'on a vus dans cette vidéo, mais le problème, c'est qu'on n'est pas parvenu à reproduire les résultats. Quand on y réfléchit, ce n'est pas vraiment étonnant, parce que toutes ces activités ont lieu en l'espace de quelques millisecondes. Il n'y a vraiment pas le temps d'enrober ou de cuire quoi que ce soit. On n'a donc pas d'autre choix que de conclure que ces résultats ont été truqués. Évidemment, on ne va pas s'arrêter là. Dans ce challenge culinaire de notre dernière saison, J'aimerais que ce soit plus loin. Moi aussi. ils doivent épuiser toutes les possibilités raisonnables. Comme les nuages d'ingrédients se sont avérés bidons, tout repose maintenant sur la chaleur. Ça va chauffer là-dedans. Une forge pour épée Bienvenue chez Jamie, restaurant de tempura. contre une seule crevette prépanée. La science consiste souvent à préciser des questions et retirer des variables. Ici, on a fait les deux. Je vais allumer le gaz. Crevette, lanceur, forge. Il faut quelques minutes pour que ça chauffe. On espère obtenir une crevette cuite de l'autre côté. On va bientôt le découvrir. Je relève à peu près 1150 degrés Celsius. C'est 5 fois plus chaud que notre boule de feu. Ouais. Cette forge alimentée au propane produit 750 000 unités thermiques britanniques d'énergie ou BTU. C'est comme une sorte de moteur à réaction. Un BTU correspond à 250 calories et une calorie peut augmenter la température d'1 gramme d'eau d'1 degré. La vache, ça c'est un four qui chauffe. C'est parti. Y aura-t-il assez de temps pour que cette énergie cuise la crevette prépanée? Je le sens bien. C'est parti. Tir de crevette à travers une forge. Dans 3, 2,
1, go! La crevette a volé à travers la forge avec précision. Mais est-ce qu'elle a cuit? Est-ce qu'elle te paraît cuite? Est-ce que la panure est croustillante? Non. On a considérablement augmenté la puissance du feu lors de cette dernière expérience. Auparavant, on avait une boule de feu qui était à peu près aussi chaude qu'un four ménager, soit 260 degrés. Mais cette forge était à 1100 degrés. On a lancé la crevette à travers et on a obtenu une crevette à température ambiante. Je sens bien qu'elle est toujours froide. Elle est froide. Oh, attends. 19 degrés. Ouais, Température ambiante. température ambiante. Elle n'est pas cuite. Malgré plusieurs essais, Elle est dans l'assiette. la crevette volante n'est toujours pas chaude pour l'occasion. Bouge plus. Un peu moins de 19 degrés. À ce stade, la plupart des gens laisseraient tomber. Mais pas nous. On va persévérer. Au lieu de 90 cm de forge, si on en avait 3,50 m. Oui, rire maléfique. On va installer ça et recommencer. Grâce à leurs 14 ans d'expérience, Adam et Jimmy sont à la pointe quand il s'agit d'aller toujours plus loin. Pour vous donner une idée, un brûleur de cuisine classique produit entre 10 et 15 000 BTU. Cette installation atteint les 3 millions de BTU. Le tout dans un long tube carré. C'est de la chaleur extrême. Prêt à faire feu? Allons-y. C'est le grand moment. Ça donne quoi? Ça s'annonce très bien. Dernier essai de cuisson pour la crevette volante. C'est leur dernière chance Je vais charger la crevette! D'accord. de cuire une crevette lancée au canon. La vache, j'avais jamais rien vu qui ressemble à ça. T'as raison. C'est une installation de malade. On a 3,50 m de forge pour épée qui produisent 3 millions de BTU de chaleur. Si ça réussit pas à cuire la crevette, rien n'y arrivera. Rien. Bon, peut-être pas rien, mais rien qu'on puisse fabriquer ici. T'es prêt? Prêt à tirer. Tir de crevette volante. 3 millions de BTU. 3, 2, 1, feu! Elle est dans l'assiette! Elle est dans l'assiette! Feu! La crevette a réussi à traverser les 4 forges en vol. Allez, c'est parti! Puis elle a atteint la cible avant de tomber dans l'assiette, prête à être mangée. Alors, Toujours crue. Cette crevette est toujours crue. Elle n'est pas cuite. La panure n'a pas pris. Elle est à température ambiante. Et voilà. Et voilà. Pas de crevette pour vous. Vous ne pouvez pas dire qu'on n'a pas essayé. Même avec toute la chaleur imaginable, s'il n'y a pas assez de temps, Feu! ça ne cuit pas. Sous l'angle de la physique, le facteur limitant n'est pas la quantité de chaleur, ou même le temps d'explosion de la chair à la chaleur. Ce qui compte, c'est la vitesse à laquelle la chaleur traverse la chair. On ne peut pas cuire une crevette tant que l'extérieur n'est pas chaud et que l'intérieur reste cru. Il manquait simplement du temps. Ça ne durait que quelques millisecondes, et il faut au moins 2 minutes. Non, je la mangerai pas à la fin de la prise. C'est dégueu.